Chers Algériens, chères Algériennes, bienvenue, c'est Canal 22, le débat. L'Algérie suscite l'intérêt de l'Europe en cette conjoncture mondiale marquée par la guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe. L'Algérie a enchaîné dernièrement les visites de responsables européens, le président français Emmanuel Macron en août. Sa visite a été suivie de celle du président du Conseil européen Charles Michel en septembre. Une importante délégation française conduite par la première ministre Elisabeth Borne devrait se rendre à Alger en fin octobre pour un comité intergouvernemental de haut niveau. Plusieurs sujets seront sur la table de ce comité et sur notre table aujourd'hui avec mes invités Samer Yahyaoui, analyste politique, et Gamal Abina, journaliste à France Maghreb et porte-parole du MDC, Mouvement des droits civiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté de participer avec nous. Comme l'accoutumé, j'aime commencer en tout cas l'émission avec l'actualité, avec une information de l'actualité. Le roi du Maroc, Mohamed VI, assistera personnellement au sommet de la Ligue arabe. C'est en tout cas Jeune Afrique qui donne l'information. Cependant, il n'y a aucune communication officielle de la part du palais royal, de la maison royale ou du gouvernement marocain. Je commencerai par Samer Yahyaoui. Assistera-t-on dans les prochains jours à un réchauffement des relations entre l'Algérie et le Maroc ? Je ne sais pas. Oula, ça va être stressant pour moi. J'ai aucune idée. Alors déjà, comme vous l'avez bien indiqué, c'est une information qui émane d'un journal. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Il n'y a aucune communication officielle du palais, oui, c'est-à-dire au Maroc, ni des autorités algériennes. Ce qui fait, je me garde bien de spéculer pour l'instant sur une éventuelle présence du roi du Maroc. Ceci dit, c'est un sommet des pays arabes. Le Maroc est membre du sommet. Maintenant, la lecture qu'on peut faire éventuellement, c'est pour ça que je dis je ne sais pas, parce que c'est une information pas officielle. Ce qu'on peut faire comme analyse, c'est que cette réunion de la Ligue arabe prévue à Alger a été reportée moult fois. Et à chaque fois, on nous a sorti... La dernière réunion date d'il y a 3 ans. Oui, exactement. 2019. Et on nous a sorti des excuses, peut-être valables ou pas, j'ai aucune idée aussi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tractations, il y a une pression exercée par les royaumes du Golfe sur la relation tendue entre Alger et Rabat, et peut-être qu'éventuellement, je dis éventuellement, je n'ai pas d'infos dans ce sens, peut-être que la présence de certains pays est liée aussi à la présence du Maroc. Peut-être que des pressions sont exercées sur Alger pour que ce sommet soit le sommet où tous les États doivent être présents sans exception. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on a fait fuiter une information pour dire que les choses vont bien se passer, tenter un peu le terrain, sonder l'opinion publique? Et maintenant, moi, ma position personnelle, si Mohamed VI souhaite venir, moi je pense que ça ne peut être qu'une bonne chose, parce que c'est jamais bon d'être fâché avec un voisin. Voilà. Gamal Abina, Samer Yahyaoui pense que c'est une information qui a fuité. Il ne pense pas, ce n'est pas officiel, mais n'est-il pas une tentative ou une manière de tâter le terrain Alors, déjà, il faut savoir qui est l'émetteur de l'information, c'est Jeune Afrique. Donc, Jeune Afrique n'est pas un journal crédible. Il faut déjà commencer par le début, si vous l'avez lu un petit peu. Moi, j'ai lu pendant quelques années. C'est un journal qui a un problème avec l'Algérie, qui en fait beaucoup, qui est payé par ses maîtres, tout simplement. On sait qui paye le Jeune Afrique. Donc, lorsqu'il laisse fuiter une information comme ça ressemble à un ballon d'essai. Je ne crois pas une seconde. Un ballon d'essai. Oui, je ne crois pas une seconde dans la présence du roi du Maroc, parce que les tensions sont telles aujourd'hui, sont très fortes, que s'il venait, ce serait formidable, effectivement. Là, je vous rejoins totalement sur le fait que s'il venait, ça créerait pas un ballon d'oxygène, parce que la relation est très détériorée sur la question israélienne et du Sahara occidental, mais s'il venait, effectivement, ce serait très surprenant. D'abord parce que la tension est forte, et surtout parce que
c'est un sommet de la Ligue arabe et il n'y a pas obligation que ce serait plutôt le chef du gouvernement qui viendrait, que le roi soit présent. Je n'y crois pas beaucoup. Après, c'est vrai que la question des pressions du Golfe sont réelles, elles sont sérieuses. Alors, des pressions du Golfe, pourquoi? Pas parce qu'ils veulent, et ils ont des raisons particulières de dire on va défendre nos intérêts dans la région, même s'ils existent, hein. Mais surtout parce qu'effectivement, c'est très mauvais de voir que deux grands pays comme celui-ci, surtout l'Algérie, les pays plus importants en termes économiques, se tournent le dos. Le Maroc aujourd'hui, géographiquement, est complètement isolé. Je veux dire, il n'a plus de frontières communes avec l'Algérie, c'est fermé. Le Sahara occidental, son mur qui fait toute la longueur, qui ferme l'accès littéralement à l'Afrique subsaharienne. Il ne passe plus par le ciel aérien algérien, donc ça bloque totalement tout en termes de relations économiques, politiques et culturelles. Et en même temps, quand Jeune Afrique lance cette information, qui n'est pas officielle, c'est vrai, personne ne le dit, hein, il n'y a qu'eux qui le disent, je pense que ça ressemble à l'esbrouf. Alors Jeune Afrique, c'est pas la première fois qu'ils donnent une fausse information, ce qu'on appelle aujourd'hui fake news, donc des informations fausses, mais là-dessus, j'y crois pas beaucoup. Par contre, effectivement, le ballon d'essai, c'est de dire on tente, on voit la réaction d'Alger. Alors aujourd'hui, les deux capitales sont en froid, et largement en froid, on voit bien qu'il y a vraiment, c'est une glaciation comme jamais on l'a connue d'ailleurs, même du temps de Hassan. Pour autant, il y a eu à une époque une rupture de relations diplomatiques en 1976, mais on n'est pas arrivé à une telle tension. Pourquoi? Parce que la question sahraoui est une question qui s'est réchauffée, ranimée dans une guerre qui a été redémarrée il y a 2 ans, mais surtout, la question israélienne pose un vrai problème à Alger. Amener Israël aux frontières de l'Algérie pour dire que l'Algérie est l'allié de l'Iran, ça passe pas du tout en Algérie. Donc les officiels algériens n'ont aucun intérêt aujourd'hui dans un rapport de force ultra favorable à recevoir une délégation marocaine pour faire la paix. Je pense qu'on n'en est pas là, mais j'espère effectivement, et là je suis totalement d'accord, j'espère que ça va améliorer la relation, calmer les tensions et peut-être ouvrir une page de négociation, pourquoi pas. Oui, Samir? Alors, je voulais relever un point. Je vais encore passer pour quelqu'un qui défend le Maroc, alors que non, c'est juste un constat. C'est pas parce que la frontière marocaine est fermée avec l'Algérie et l'Algérie vice-versa, et qu'il y a ce problème du Sahara occidental que le Maroc est isolé. C'est pas parce que l'Égypte elle a des problèmes à sa frontière libyenne et éthiopienne que l'Égypte est isolée. Loin de là. Le Maroc n'est pas isolé. Le Maroc, quand vous parlez des activités culturelles et politiques et économiques, pardon de le dire, c'est un constat, c'est une réalité. Quand je dis une réalité, c'est pas voilà, sur le plan culturel, économique et politique, le Maroc a plus de partenaires et d'investissements chez lui que nous. C'est-à-dire sa frontière fermée avec l'Algérie ne l'isole pas politiquement, bien au contraire. C'est l'Algérie qui s'est retrouvée dans une situation d'isolement. Bon, déjà parce qu'elle a eu ce problème avec le Maroc, et puis à un moment donné, c'était tendu avec la France, ça s'est tendu avec l'Espagne, et l'incident avec l'Espagne, par extension, il est devenu un incident avec l'Europe, vu que l'Algérie a déclaré qu'elle allait suspendre des accords. Elle s'est retrouvée finalement s'attaquer, mais ça, dans la vision du régime algérien, ce n'était pas assez clair. Où j'ai vu même un responsable algérien, il dit mais nous le problème était avec l'Espagne, c'était pas avec l'Europe. C'est comme si on disait le problème était avec Washington, mais il n'était pas avec Chicago, quoi. Ils sont d'accord, mais on peut juste en discuter. Ce que je voulais dire, si, parce que l'Europe a tout de suite, ils se sont tout de suite manifestés sur le sujet. Du coup, l'Algérie s'est retrouvée un peu, même beaucoup, isolée. C'est pour ça que peut-être qu'on reviendra sur les visites européennes. C'est l'Algérie qui est isolée, non pas le Maroc. Mais c'est un constat. Regardez toutes les pressions exercées par le Golfe et exercées par l'Europe. Et même la visite de Macron en Algérie, on en a fait une lecture, mais on n'en a pas fait une autre. Parce que personne ne s'est posé la question, est-ce que l'Algérie, à un moment donné, elle s'est dite, tiens, peut-être nous sommes isolés et qu'il va falloir peut-être qu'on fasse autre chose. C'est-à-dire autre chose, c'est-à-dire renouer le contact traditionnel, celui avec la France. Quand on dit ça, moi, je pense aux accords d'Abraham qui sont à nos frontières. Ça aurait pu inquiéter Alger, réellement. Je rappelle que les accords d'Abraham, ce sont les accords entre Israël et le Maroc. C'est les mêmes accords qu'a Israël avec le Bahreïn et qu'elle a aussi avec les Émirats arabes. On pourra détailler quelles sont la dimension de ces accords, mais sur le plan sécuritaire et sur le plan militaire, c'est une vraie collaboration et c'est un vrai partenaire. Ce qui fait peut-être se fâcher avec l'Espagne, avec la France, se fâcher avec le Maroc,
sachant que lui, il a signé des accords d'Abraham, et qui dit les accords d'Abraham, ça porte bien son nom, ça nous envoie vers les États-Unis, c'est qu'ils se sont dit à un moment donné, peut-être ça serait quand même bien de se rabibocher avec la France. Ça n'a échappé à personne que le régime algérien, c'est un régime qui aime la discrétion pour ne pas dire autre chose. On se retrouve avec tout l'état-major qui se prend en photo en face de Macron et de son ministre de la Défense et de son directeur des services de renseignement, c'est-à-dire le directeur de la DGSE et le chef d'état-major. Bah là, j'aimerais bien apprendre ça parce que là, il y a deux choses. Alors, c'est là où je me suis dit, en plus de toute la façade qui nous a été montrée, peut-être qu'il y a des sujets qu'on n'a pas vus. Sinon, ça serait facile, les accords entre deux États, que tout soit étalé au grand jour. Personne n'a parlé aussi de l'intérêt de la France aux terres rares en Algérie. Si, on en a parlé. C'est même Macron qui en a parlé. Donc, En parlant de flou, ce que je veux dire, c'est concernant attention, la visite européenne n'est pas que. Ça veut dire, ne met pas. Ça ne veut pas dire que l'Algérie se retrouve en position de force. Les rapports entre États, en tout cas entre l'Algérie et l'Europe, si on veut parler d'une manière sérieuse, c'est pas je suis aujourd'hui le plus fort, tu viens chez moi. Ça se passe pas comme ça. bah, il y a Ça quand se même passe, il y a différents niveaux qui doivent être pris en considération. Là, j'aurais quand même et à confirmer attention beaucoup de choses, hein. à ce positionnement où on a l'impression que nous sommes en position de force. Donc, Bah, l'Algérie n'est pas en position de force. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient Oui. pas en position de Alors- force ni de faiblesse. Non, moi, Il y a des accords, il y a des choses qui se passent, on pourra en discuter, puis on pourra étaler les chiffres, parce que quand on dit qu'on est en position de force, il va falloir nous expliquer comment nous sommes en position de force. C'était ma prochaine question, mais je on va y pense que arriver, parce Gamal que- Abina, oui, vous Alors n'êtes bon, déjà, il y a pas- une chose qui n'a pas été comprise, c'est que j'ai dit que le Maroc, et c'est eux qui le disent eux-mêmes d'ailleurs, ils le reconnaissent comme ça, ils sont isolés sur le plan géographique. C'est-à-dire que pour faire du commerce terrestre, il n'y en a plus. La frontière sud est fermée, est est fermée. Le Maroc est un pays enclavé. Ensuite, l'isolement. Alors, les accords d'Abraham, c'est la plus grosse blague que j'ai jamais vue. Israël fait toujours des accords de paix avec des dictatures. C'est bien, formidable pour une démocratie, mais surtout, elle prétend apporter une sécurité à Israël qu'elle ne peut pas lui apporter, puisqu'Israël n'est qu'une émanation de l'Occident qui est soutenue à bout de bras par l'Occident. L'Israël n'est qu'une sorte de troublion de la région qui se donne une importance qu'elle n'a pas. Ceux qui font la loi au Moyen-Orient, c'est les États-Unis. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un pays qui est isolé géographiquement, c'est indiscutable, ça je ne pourrais pas discuter, qui serait soi-disant très fort sur un plan économique, enfin qui aurait de gros échanges avec l'Afrique, ça s'est largement dégradé. Le Maroc, lorsqu'il va en Afrique, qu'il investit, il ne fait que de la banque. Il fait rien d'autre. Je finis mon propos. 50% des crédits De la banque. bancaires. De la banque. Il fait ce que je viens de dire. Oui, mais. Bah, c'est pas grand-chose, la banque. Non, mais non, si, si. Non, Attends, pardon. juste pour finir mon propos. Là, on peut Il en ne parler. fait- non, mais il ne fait que de la C'est banque. C'est dire que le sang dans les veines ne sert à rien. Non, c'est-à-dire que la banque n'est qu'un comptoir qui reçoit de l'argent. Absolument pas. Non, C'est là, non, c'est pas un là, générateur de c'est de richesse. La banque, l'investissement. c'est un transmetteur de richesse. Non, on va y arriver. Alors, nous parlons des crédits d'investissement. On va y arriver. On parle de Toute l'Afrique l'investissement de l'Ouest, productif. 50% des Juste un instant. des crédits d'investissement en Afrique de Oui, mais l'Ouest, faut me laisser ce sont finir. des banques marocaines. Je vais finir. Les Marocains sont très forts en banque, il n'y a pas de problème, sauf qu'ils sont forts qu'en banque. C'est clair. Ils n'ont pas les moyens de faire autre chose. C'est un pays qui n'a pas d'argent. Il faut être très honnête. C'est un pays qui sait gérer l'argent. Non, ils n'ont pas les moyens de pouvoir avoir un autre moyen d'action économique. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de ressources minières. Des ressources Des naturelles. ressources importantes. D'accord. Ils n'ont pas de technologie. Pardon, la technologie est française. Excusez-moi. Je finis mon propos Non, par mais rapport qu'ils n'aient pas de Alors, non, mais la pétrole et de deuxième partie gaz. je peux parler de la deuxième partie Qu'ils n'aient pas de pétrole et de gaz, Non, pétrole et gaz, c'est c'est la des majorité ressources des pays dans le monde. Non, Et mais- c'est pas pour autant que la Suisse n'est pas une puissance économique. La Suisse, on ne peut pas comparer la Suisse qui était. Non, mais quand vous ramenez la puissance économique à la présence énergétique je parle des pays du Sud. ou des hydrocarbures dans Oui, il un ne faut pays. pas mélanger le nord et le Évidemment, c'est sud. pas le La cas. Suisse est un coffre-fort européen. Tout l'argent des Européens pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale a convergé en Suisse. Donc la Suisse a de l'or. Donc c'est réglé. La richesse suisse principalement, Je vais vous c'est donner un l'or. chiffre. Je Vous finis mon savez que propos. les exportations de la gastronomie italienne s'élèvent à 47 Pourquoi milliards. l'Italie, je crois pas. Je vais On vous est en dire Suisse, ça. là. Non mais ok, quand on parle d'économie, Ouais. les exportations italiennes Oui, c'est un grand de la industriel, un grand pays gastronomie, industriel. Oui, un grand pays les industriel. exportations italiennes s'élèvent à 500, entre Oui, 500 c'est un et très 600 grand pays milliards de industriel dollars. européen. Ok. Au niveau de la gastronomie, je dis bien de la Oui, gastronomie, j'entends bien. gastronomie, pas de l'alimentaire, pas de Oui, la gastronomie, la l'agroalimentaire. nourriture, quoi. La nourriture de Gastronomie. consommation de table. Ok. Gastronomie. 47 milliards d'exportations, c'est-à-dire 2 fois
les exportations du pétrole en Algérie. Très bien. C'est-à-dire la gastronomie, oui, c'est bien, la gastronomie mais faut italienne comparer ce qui est comparable. exporte Je ne 2 compare fois. pas le nord et le Pour sud. dire la richesse et Non, la mais je ne puissance compare pas économique le d'un nord et le pays sud. n'est pas Je compare liée deux à pays. la richesse de ces terres. Comparons l'Algérie, le Maroc et la travail. Tunisie. Alors, je vais dire quand même, la deuxième partie de la question qui a été évoquée, c'est est-ce que l'Algérie est isolée? Bon, le Maroc, géographiquement, l'est, et son investissement est bancaire, et essentiellement bancaire. L'Algérie, effectivement, n'a pas été bien gérée, on est d'accord là-dessus, mais l'isolement algérien, je ne le vois pas. Aujourd'hui, c'est un allié, c'est la Russie. Le pétrole et le gaz ont décollé de façon verticale, et c'est là-dessus qu'essentiellement l'Algérie... On a déjà eu la discussion sur l'allié russe. Voilà, donc, je suis pas d'accord. il y a les Russes, les BRICS, il y a beaucoup de monde quand même avec l'Algérie. Non, on est client de l'armement russe. Oui, mais on est aussi allié stratégique au niveau économique parce que le coup de force russe... À quel niveau? C'est-à-dire quand on dit on est allié stratégique au niveau économique avec les Russes... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit on est stratégique avec les Russes parce que le coup de force... Quoi? J'y arrive, mais c'est 3 fois. Le coup de force russe a donné quoi? A donné l'explosion du pétrole et du gaz. Le gaz valait rien en Algérie. On ne parlait pas de gaz, on parlait que de pétrole. Aujourd'hui, c'est la mamelle de la réussite de l'Algérie qui a les moyens de ses ambitions. Maintenant, pour parler de l'Europe. Alors, c'est quand on dit les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire? On va y arriver. À l'instant, vous faisiez référence au fait que le Maroc n'est pas isolé, que l'Algérie était isolée par rapport à la question de la brouille entre l'Algérie et le Maroc, et que le Maroc a de bonnes relations avec l'Espagne, ce qui est faux, ça vient d'arriver, c'est très récent, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, on le saura plus tard. Ensuite, le Maroc est brouillé avec l'Allemagne, c'est quand même le géant et le champion. La dernière visite, c'est-à-dire celle qui s'est fait en même temps que Macron était. C'est du rattrapage, ça s'appelle du rattrapage. D'accord. Le Maroc, pendant 3 ans, a été brouillé avec l'Allemagne. On va y arriver. Ensuite et surtout, l'Algérie avec l'Italie, ça se passe très bien. Et surtout l'Europe, qui a effectivement une position offensive au départ, a fini par dire quoi? Par dire effectivement la question algéro-espagnole, la question algéro-espagnole qui est liée au Sahara occidental, est une question algéro-espagnole, pas européenne. Sinon, l'Italie n'aurait pas signé des accords avec l'Algérie. La France ne serait pas venue faire les yeux aux Algériens. Des accords sur quoi? Sur le gaz. D'accord. Et à ce moment-là, vous dites évidemment que nos relations sont bien avec l'Italie. Elles sont accrues. Oui, mais est-ce que on a exactement qu'est-ce qui a été signé? Une augmentation de la production de gaz de 20 à 40 milliards de mètres cubes, si je ne me trompe pas. D'accord. Et en quoi nous sommes gagnants sur ça? Mais surtout que le prix du gaz qui est vendu aux Italiens... C'est les Russes qui ont fait la part belle au gaz. Vous êtes d'accord que c'est le 1/3 du prix du marché? Oui, c'est normal, parce qu'ils ont fait les accords spot. On connaît ça. Ces accords au moment de la signature, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui est sûr, je ne dis pas que l'Algérie est 100% gagnante, je dis qu'aujourd'hui, les hommes algériens par rapport à l'Europe est fausse. Ils ont un rapport de force positif qu'ils n'ont pas provoqué. Là-dessus, on est d'accord. L'augmentation du gaz a fait que l'Europe est dans une situation très difficile parce qu'ils ont menti pendant des mois. Maintenant, ils voient bien, on se rapproche de l'hiver, que c'est dur. L'Algérie en profite. On est d'accord. Le Maroc n'a pas ce levier. Le Maroc, il a un seul levier dont il profitera dans 10 ans, c'est le phosphate. Parce que le phosphate est devenu une denrée extrêmement rare dans le monde. Mais pour le reste, ils n'ont pas de levier. Alors maintenant, pour ce qui concerne le rapport Europe-Algérie, je pense qu'il est relativement bon parce que les Algériens sont les petits malins. Ils ont très bonnes relations de gestion de rapport de force et surtout de relations diplomatiques. Ils savent faire là-dessus, on ne peut pas le retirer. Les Marocains sont bons en diplomatie que pour... Mais c'est pas grave. Traditionnellement, on n'est pas brouillé avec les Américains ni les Russes. En fait, tout le débat politique en Algérie, moi j'aime autant quand on dit quelque chose, qu'on l'explique d'une manière concrète. Je vais être concret. L'Algérie n'a pas de problème avec les États-Unis ni avec la Russie. D'une manière concrète, de haut niveau, ça. Mais invité d'une manière concrète, ce qui devait être une simple visite d'amitié, en tout cas, d'Emmanuel Macron en Algérie, a été l'occasion pour le président français et son homologue algérien de mettre en place un partenariat renouvelé. Grâce à un document signé en août dernier, la partie algérienne n'explique pas, en tout cas, il n'y a pas eu de communication claire sur ces partenariats. Pourquoi ce flou? C'est Maliha Yaoui. Alors, c'est intéressant comme question. On dit que nous sommes un État pivot. Qu'on nous l'explique. Alors qu'on nous montre comment nous sommes devenus un État pivot. Qu'on nous dit, qu'on expose à l'opinion publique en Algérie qu'est-ce qui a été signé, quels sont ces accords, comment l'Algérie est devenue un État pivot. Qu'on explique aux citoyens lambda, elle est où notre position sur le plan géopolitique, elle est où notre position sur le plan économique. On va être sérieux, mais vraiment, au fait, moi, ce qui est intéressant dans le débat, c'est que je ne vais pas prendre une posture. Je vais parler concrètement de ce qui se passe en Algérie. Et ce qui se passe en Algérie, moi, je ne suis pas dans la spéculation. C'est-à-dire, on prend les chiffres et on les regarde. Est-ce qu'on a réellement accès aux chiffres en Algérie? Oui, mais le problème, c'est quand l'Algérie, elle signe des accords avec des Européens, on a des chiffres. Du côté européen. Bien fait, oui, bien sûr. Du côté européen. Mais évidemment, pourquoi il y a un flou mais si l'Europe, elle vous dit que nous, on a
exporter vers l'Algérie tant de milliards, Oui, c'est évident. eh bien c'est évident. Ce que je veux dire par là, mis à part l'exportation de l'énergie ou des énergies vers l'Europe, qu'est-ce qu'elle exporte l'Algérie, mis à part l'énergie? La réponse, presque absolument rien. Et même les petites En tout cas, exportations... le gaz algérien, selon les statistiques officielles ou les statistiques avancées en tout cas par la partie française, par la France, le gaz algérien représente environ 20% des importations françaises. Non, c'est une erreur. Non, c'est pas 20%, c'est 8. Et ça a été porté à 12. Non, mais attention. Pourquoi attention. il y a Quand ce je dis une chiffre-là erreur, c'est pas par rapport à ce que vous dites vous. À ce que je Non, c'est pas vous. Attention. Non, c'est 20% les Attention. C'est spectateurs, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas vous que je mets. La question, c'est ce qu'ils disent eux, je vais clarifier le chiffre. L'Algérie exporte, d'ailleurs même Macron, il l'a dit à la sortie du cimetière, ouais. Elle exporte 8% C'est ça. du gaz français. Quand je dis du gaz français, ça veut dire ce que la France utilise comme gaz, Pour ses besoins internes. l'Algérie, lui, exporte 8%. C'est-à-dire les 92%, la France va les chercher dans d'autres pays. En Norvège ou... Norvège, Russie, la ouais. Russie, le Qatar, enfin bref. 80 Pour son gaz, sa consommation intérieure. pour sa consommation intérieure. D'accord. C'est-à-dire Et l'Algérie les lui exporte 80%? 8%. Mais 8% de combien? Qu'est-ce que représente la consommation énergétique en France en matière de gaz? 20%. Je suis d'accord là-dessus. C'est-à-dire 20% et 80% de l'énergie française, elle est sur d'autres, sur le nucléaire, l'électricité. Voilà. Essentiellement nucléaire. C'est-à-dire sur ces 20%, l'Algérie exporte Ah, une 8%. C'est-à-dire si on fait le rapport sur Oui, le c'est- 100%, il y a une L'Algérie a goutte une d'eau. part importante, c'est Mélihé. non, je viens de dire que c'est 8% des 20%. Il parle de l'énergie globale. L'énergie il y a que 20% globale. La de France- cette énergie la France- et c'est 8% de ces 20%. Donc c'est une quantité marginale. Alors si vous prenez les 8% sur l'ensemble de la consommation des 100% français, Ouais, du gaz. on est à 1,54. C'est ça. Alors on se réveille, C'est pour ça qu'il faut ramener ça au gaz. Et pas il faut aux se énergies. réveiller. Gamal Abina, est-ce que les rapports de force ont changé? Est-ce que l'Algérie était en position de force et toujours en position de force parce qu'on attend la visite, on attend d'autres visites officielles de la partie de la France, de responsables français? Alors il y a déjà une chose que je n'ai pas pu dire tout à l'heure pour finir. L'isolement algérien n'était pas tellement faux, je ne parle même pas de l'Europe, de l'Afrique. On est en super bon terme avec la Tunisie. On a vu l'embrouille qu'il y a actuellement entre le Maroc et la Tunisie. On est en très bon terme avec les Libyens qui voudraient que les Algériens négocient pour eux. On est en très bon terme avec le Mali. On est en très bon terme avec tous les pays du Sud, Niger, Nigeria. Le nord du Mali. On s'entend bien. Nigeria, qui vient de signer un accord record pour ses gazoducs. On est en bon terme avec tous les pays africains, Éthiopie inclus. Enfin, en substance, l'Algérie est en bon terme avec toute l'Afrique. Mais Ce qui est quand même... malheureusement les moins influents. Bah si, l'Afrique du Sud, c'est pas un bombardier, l'Afrique du Sud, c'est énorme. L'Afrique du Sud, oui. Ah mais ben, me parler c'est du pas le- Mali, pardon. Non, je parle et la pas de là, je parle de Tunisie l'Afrique du Sud. Non. Et la Libye, Donc, pardon, Niger, pardon pour nos amis Niger, maliens, les Nigeria, Tunisiens, c'est pas rien, Nigeria. La Libye, Le géant économique africain, la situation sud-africain. est ce qu'elle est, Non, hein. le géant économique. Ça pèse pas grand-chose Ah, sur juste à l'échiquier l'instant. international. hein. Très bien, donc le géant économique sud-africain, Gamal Abina. on est en bon terme avec eux. Le géant économique gazier et pétrolier, le Nigeria, on est en bon terme avec eux. Et le géant industriel africain, c'est l'Égypte, on est en bon terme avec eux. D'accord. Donc Qui sont aujourd'hui, les on est en bon terme premiers- avec les plus forts. Non, mais qui sont les premiers investisseurs dans ces pays-là? Est-ce que c'est l'Algérie? Mais c'est pas ce que je dis là. Oui, Mais non, je parle de relations. Mais je vais dire. L'influence dans un pays. Mais c'est pas si la- vous êtes j'ai pas parlé. Non, j'ai pas 22. Je n'ai pas parlé d'influence. J'ai dit. Oui, on va y arriver. Je parle de bons termes. Je parle de relations. Au moment des rapports de force, ce sont ceux qui sont les plus influents qui prendront Mais position. le Maroc n'est pas plus influent. L'Afrique du Sud, ils s'embrouillent totalement. Ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Avec qui? L'Afrique du Sud. Le Maroc, ça se passe mal puisque l'Afrique du Sud Mais- reconnaît Sahara occidentale. oui, Donc, oui, et oui. c'est géant quand même, on est d'accord. Mais, Donc, on va dire que- regardez la position de l'Afrique par rapport au sujet du Sahara occidental. Mais c'est que, La plupart, ce c'est sont- que les pays pauvres. Non, mais non. C'est je que les peux pas. petits Je pays peux qui pas ont dire reconnu. ça. Ah Je peux bon? pas dire ça. Enfin bref. L'Éthiopie n'a pas reconnu. L'Égypte. Je pense. C'est des géants, bref. je Non, pense mais que- pour dire que non, le rapport d'influence, c'est pas l'influence économique, là je vous rejoins totalement, c'est l'influence politique. L'Algérie en Afrique pèse très lourd politiquement. Absolument pas. Et est un nain économique, je suis d'accord. Absolument pas. Mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est un fait, hein. Moi je donne des faits. L'Alliance Afrique du Sud, Algérie, elle est énorme. Je veux dire, c'est quand même deux grandes puissances. Je parle de l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. On a tout dit là-dessus. C'est là où je dis le Et poids ces des trois mots pays-là ne important. s'entendent pas avec Nous le sommes Maroc. Nous sommes une puissance en quoi? Mais non, je ne parle pas de puissance économique, je parle vraiment de relations diplomatiques. Il faut rester sur mon terrain. Je parle de diplomatie, on a de très bonnes relations avec le reste de l'Afrique. Quels sont nos acquis diplomatiques des derniers temps? Bah, je sais pas, la résolution de la guerre, par exemple, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est qui? C'est pas l'Algérie qui a négocié ça? On l'a oublié déjà? Bah De non. quel?
s'égare Bah, pas du sujet revenir sur le principal Donc la question qui est du posée, débat, parce que c'est vrai s'il que vous ça plaît. risque là on part dans notre On direction. a 1 heure d'émission et non pas C'est un peu con 52 malheureusement. minutes. Et c'est dommage parce que les débats m'intéressent. Donc la question qui t'est posée, je l'ai perdu de vue, c'était l'influence de l'Algérie, c'est ça? Est-ce que les rapports de force ont changé? Est-ce que Alors, l'Algérie est en position de force selon vous? Là, je vous rejoindrai totalement sur ce point, indiscutablement. Les rapports de force ont changé. L'Algérie bénéficie d'un avantage concurrentiel quasiment, parce que la concurrence a été effacée avec la Russie par rapport à les approvisionnements de gaz et de pétrole, même s'il ne peut pas donner plus que ce qu'elle possède. Mais ce rapport de force qui lui est favorable n'a pas été provoqué, c'est là où je le déplore, par l'Algérie. C'est les circonstances internationales qui ont conduit à ce que les Européens viennent tous faire le pied de grue à Alger. C'est uniquement, malheureusement, le référent pétrole et gaz qui fait que les gens viennent vers nous, pas pour autre chose. Plusieurs Européens veulent réduire ou ils sont pressés de réduire leur dépendance à l'égard du gaz russe. Est-ce que l'Algérie pourrait être Pas une seconde, l'alternative? je ne crois pas un instant, pour deux raisons. D'abord, on n'a pas les moyens d'exporter plus que ce qu'on peut. On prend l'exemple de la France qu'on parlait tout à l'heure. Ce qui est exporté en France, ce n'est pas un gazoduc, ce sont des supertankers qui envoient des gaz liquéfiés qui doivent être liquéfiés et regazifiés. Donc ça coûte très cher à l'importateur. Comme les États-Unis le font actuellement, ils sont en train de piller l'Europe du bon argent européen en leur envoyant du gaz liquéfié. Donc ça, l'Algérie ne peut pas compenser le gaz russe parce que 30% du marché européen, c'est la Russie. Il est impossible qu'un géant comme la Russie Gazprom puisse être compensé par un pays en devenir comme l'Algérie qui a, pendant 10 ans, même 20 ans on dira, même pas investi dans le développement de ces infrastructures gazières et pétrolières. On est resté sur des vieilles infrastructures de 70. Donc là-dessus, effectivement, je vous rejoindrai totalement. On ne peut pas dire que l'Algérie donne le là. L'Algérie bénéficie d'une circonstance qui peut se retourner. Si demain les Russes se mettent d'accord avec les Européens, on perd tout. On est d'accord. Complètement. Surtout que J'ai sur cette réussi partie... à mettre d'accord mes invités. Non, C'est génial. Non, mais C'est l'idée, obligatoire. c'est d'être... Alors, c'est là aussi, voilà, moi j'aime dépassionner le débat. Oui. Dépassionner le débat, c'est quoi? C'est ne pas être porte-drapeau quand il n'y a rien à porter. Ben oui. Moi, je dis le vrai patriotisme, c'est quand ça va, il faut le dire, bien sûr, et quand ça va pas, il faut le dire. Mais pourquoi il faut le dire? Il faut le dire pour trouver la solution. s'améliore. Le déni nous conforte dans le marasme. Et ce marasme dure depuis 60 ans. On ne peut pas être une alternative à un déficit gazier pour la simple et unique raison, c'est que nous sommes à notre maximum de capacité de production. Vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Non, on a des choses. On ne peut pas produire. C'est-à-dire, Et vous avez dit que c'est la richesse d'un pays, c'est le travail et non pas les ressources. Mais évidemment. Tout à fait d'accord. Mais évidemment. 100% d'accord avec Parce ça. que- Vous sous-entendez mais que les c'est- Algériens ne travaillent pas assez? C'est pas ce que je dis. Non. Attention. Attention. Corrigez-moi. Non, non, c'est pas corrigé. C'est parce que, alors, quand on dit la richesse d'un pays, c'est le travail. Alors, quand je dis ce mot-là, qu'est-ce que je veux dire par là? Production? Non, La création de richesse par le travail. c'est l'idéologie. C'est-à-dire que c'est une valeur sociétale. C'est-à-dire il faut, avant de refonder l'économie d'un pays, c'est inculquer une valeur. Et le travail, ça ne se quantifie pas. C'est une valeur. C'est-à-dire c'est une pensée, c'est une structure mentale. C'est-à-dire quand on aura... On sait qu'au cœur de l'économie, la valeur et la richesse d'un pays, c'est le travail. À ce moment-là, tous les mécanismes de restructuration et de refondement de l'économie peuvent être mis en place. Nous, qu'est-ce qui a amené que la valeur travail disparaisse en Algérie? Et là, je vais choquer. Le Sistana, peut-être? Je vais choquer. L'assistanat? Ça veut dire que quand on a eu l'indépendance, Ah, le fait qu'on était réduit à l'esclavage et on est tout lâché. alors on a chassé le colon, C'est ça. Donc, mais en chassant le colon, on a chassé le travail. D'accord. Non, il fallait garder le travail, ok, de chasser le colon. Mais il fallait garder le travail. Et ça, c'est clair que c'est surprenant. ils ont fait un package et hop, on envoie tout. Pourquoi? On a parlé des leviers du régime. Eh Est-ce ben, que c'est les Français ou le colon ou le pays colonisateur qui est derrière cette absolument pas. cette tendance? C'est pas ce que je dis. D'accord. Je dis que on a fait de ce pays, comme beaucoup d'autres pays, un pays rentier. On a fait qui on? Le régime. Le régime. Pourquoi? Parce que conforter sa position de dominant et faire que la société ne soit pas une société de citoyens, mais une société de clients, a fait que
La société est devenue rentière, pardon pour le terme, jusqu'au plus bas de l'échelle. Parce que si on devait payer les choses à leur juste valeur en Algérie, on ne payerait pas les matières premières à ce prix-là. Mais pourquoi on les paye à ce prix-là? Parce que le régime a besoin de maintenir une certaine sécurité, une certaine paix sociale. Alors à partir de là, on injecte de l'argent, et on injecte de l'argent, c'est-à-dire on maintient un certain niveau de vie, et du coup les gens, tous ces termes-là qui font que la valeur travail est perdue. Et nous avons une économie, franchement on n'a pas d'économie, on a des exportations des hydrocarbures et d'énergie, et pardon, j'utilise souvent ce terme parce que c'est une réalité, et nous sommes un tube digestif pour le reste. Nous importons la majorité de ce que, en tout cas des matières premières. Moi j'ai envie quand même de... Gamal Abina, est-ce que l'achat de la paix sociale est une aubaine pour les Algériens aujourd'hui? On a le pendant français où ils ont effectivement, avec le RSA et RMITA, acheté la paix sociale. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces dispositifs, ça a explosé. En Algérie, effectivement, il y a ce qu'on appelle la rente pétrolière, il y a le syndrome hollandais, que vous connaissez forcément, qui fait que le pays s'est endormi sur les hydrocarbures. Il n'a pas travaillé sur autre chose. On achète la paix sociale, pourquoi? Parce que le pays, malheureusement, est là... Bon, le fait de dire que le colon est parti et qu'ils ont mis le travail de côté... Vous avez un autre exemple, le Mexique, je finis, oui, qui a réformé. Oui, je me rappelle très bien. Le colon part, ils ont arrêté de travailler, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que le pourrissement s'est fait lentement. C'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'en 70, ça travaillait encore quand même, malgré tout. Les industries industrialisantes, ils ont fait des grandes structures, par exemple. Une idéologie socialiste. Non, mais au-delà de ça, on sort de ça. Le socialisme n'a pas donné que du mal. Hein. Il y a des pays où ça travaille malgré tout. On prend l'exemple par exemple de la Yougoslavie, ça fonctionnait. Donc ce qui se passe, c'est que... Zeraïa, ça n'a pas été une grande réussite. Hein. Ils ont tenté l'autogestion et c'est pour ça qu'on les a cassés, parce que c'est une alternative au communisme planifié. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour dire simplement les choses, moi je ne suis pas pour l'abandon du peuple sans les subventions, parce que malheureusement ils ont donné de mauvaises habitudes. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai bien compris. Je dis que je ne suis pas pour ça, moi de mon côté. Il faut y aller graduellement. Pas de discussion parallèle, s'il vous plaît. Voilà, ce qui se passe, c'est que l'Algérie a un problème effectivement de richesse, de monocréation de richesse. Il y a eu des réformes qui ont été conduites parce qu'il y a des gens qui aiment leur pays là-bas. Il faut être très honnête. Il y a des gens qui veulent que le pays réussisse. Il y a beaucoup de corrompus et il y a des gens qui veulent réussir. Et donc l'agriculture, l'exemple de l'agriculture est intéressant parce que l'agriculture produit beaucoup et les Algériens, bizarrement, là, ils travaillent beaucoup en agriculture. Ils sont très mauvais en industrie ou moyen, mais ils travaillent beaucoup sur le secteur agricole parce que c'est traditionnellement le fellah. Et donc je pense que, ça c'est la note positive que j'ai envie d'apporter, on sent bien que les rares choses qui sont exportées d'Algérie, qui ne soient pas le pétrole et le gaz, c'est des produits agricoles, comme les dattes. Et aujourd'hui, même si, j'ai entendu ça, l'histoire de la bio. Cette question des dates, c'est une dégradation. Mais c'est vrai que l'espoir est permis. Maintenant, il est vrai aussi que le fait d'être un pays qui aujourd'hui bénéficie d'un atout totalement inattendu et pratiquement miraculeux, on sort du Covid. Mais c'est le seul truc qu'on exporte, hein, oui, les dates. Hein. Oui, on n'exporte pas d'autre chose. Hein. Oui, c'est le début, j'espère que ça va s'arranger. Mais le fait de bénéficier d'un avantage, d'une explosion du gaz du pétrole qui ne nous est pas imputable, on n'est pas l'OPEC. L'OPEC n'a pas fait le travail, c'est que les Russes. Ça, c'est problématique. Ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre destin et ça, il faut y réfléchir. Et là où je vous rejoins à 200%, même pas 100%, je double la mise, la valeur travail. Et je prends un exemple très concret, parce que c'est le pays que je connais le mieux en Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne des années 20 est un pays qui était par terre, surendetté avec 55 milliards de dettes en or. L'Allemagne de l'après-guerre, en 1945, est un pays qui a une dette qui vient d'être réglée hier. Ils ont payé leur dette de guerre hier, en totalité, depuis 77 ans. Et bien cette Allemagne-là a mis le paquet sur une valeur qui était fondamentale pour la monnaie même, c'est Hjalmar Schacht, le ministre de l'économie, qui l'avait dit, la valeur travail. Ils voulaient faire un pendant monétaire par le travail et non pas par l'heure et la devise. Alors, et bien ça, c'est ce qui manque chez nous. Pour mettre encore de l'eau à votre moulin, ça aussi on l'oublie. En 1989, l'Allemagne de l'Ouest a absorbé un pays. Ah, tout à fait. Et 7 millions de personnes. Elle a absorbé l'Allemagne de l'Est. Et la pauvreté de 7 millions de personnes, absolument. Et regardez où est-ce qu'ils en sont, les Allemands. Première puissance européenne. L'Europe, c'est l'Allemagne. Les gens ont du mal à entendre ça. L'Europe, c'est l'Allemagne. Évidemment. Sur le plan économique. Oui, bien sûr. Sur le plan politique et militaire, c'est la France. Je suis d'accord. On va revenir en Algérie. Si partenariat il y a, que vont apporter à l'Algérie? Quoi, la France? Entre la France et l'Algérie. Je vous laisse le plaisir de répondre parce que moi, je ne veux pas faire de cadeau là-dessus. On parle de partenariat. Alors, il y a un flou derrière. Qu'est-ce que ça va apporter à l'Algérie? Sur le plan économique? Je ne précise pas, je laisse la porte ouverte. Je vais commencer par quelque chose qui est quand même incroyable.
Chaque Algérien, quand il prend sa voiture le matin, qu'il a envie de mettre le plein d'essence, il faudrait qu'il sache que l'essence, cette essence-là, qui est en dessous de son prix, c'est-à-dire on devrait le payer beaucoup plus cher si on devait le mettre au prix du marché, c'est une essence importée. Je dis bien importée. Pas à 100%, une grande partie, mais pas à 100%. Importée. On a quand même 5 usines de transformation du pétrole en essence. Oui, du brut. Voilà, à ouais. Skikdar, tout ça. Alors, je sais que ça étonne beaucoup de gens quand je dis ça. Non, c'est pas 100% importé, il faut être honnête. Il y a 83% d'importation. Oui, Raffinerie. Il y a de la raffinerie, c'est non, ça mais que je cherchais. pour un pays qui exporte le pétrole. Oui, mais il y a beaucoup de pays pétroliers qui ont ce problème-là. Oui, mais que, Mais que je suis d'accord là-dessus, je suis les d'accord. autres le fassent. Je suis C'est leur d'accord. problème. Je suis totalement Moi, mon d'accord. problème, c'est que j'exporte du pétrole brut Et donc, on et devrait les produire de Italiens l'essence. et les Français me vendent de l'essence. Tout à fait. Maintenant, si ce n'est pas une aberration, ça y ressemble Je suis d'accord. beaucoup quand même. C'est de l'essence algérienne Non. qui est exportée. Non, Et c'est réexporté. du Non, pétrole c'est les pétroliers brut, exportés, raffiné. réexportés. Oui, c'est Oui. une matière première algérienne C'est ça, Oui. absolument. qui est C'est-à-dire que ne sont raffinée pas capables en de dehors de raffiner. l'Algérie Oui. et qui revient Qui revend. importée, Revendue. revendue à l'Algérie. Revendue. Transformé, C'est revendu ça plus qui- cher. c'est Donc ça là, qui est on revient à la valeur du travail. Alors qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, moi, j'espère réellement, si ça doit apporter quelque chose, il faudrait que l'investissement en Algérie ne devienne plus un investissement de consommation. Il faudrait que ça devienne un investissement de transmission de connaissances et d'intelligence. Permettez-moi, pour l'instant, de douter. Je vais dire pourquoi. Vous avez des partenaires européens ou, disons, occidentaux, qui sont la représentation propre de la mondialisation et du marché. Quand je dis le marché, ça veut dire le marché, la finance et l'économie. Et nous sommes la représentation propre d'une économie archaïque. Je m'explique. Si on prend le système bancaire algérien, le système de finance algérien, vous pensez que vraiment ce système est adéquat pour des partenariats solides avec le marché occidental? Je donne un chiffre concret. Il circule une fois par an en Algérie l'équivalent de 55 à 60 milliards de dollars. Il revient dans les caisses de l'État 13 milliards quand on atteint les Donc c'est le 60. circuit informel. 47 milliards restent dans le circuit informel. Oui. 47 milliards. 47 milliards, à clair. peu près. Ouais. On est entre 40 et 50. Allez. Je suis d'accord. Mais comment vous pouvez travailler, comme dit notre cher invité en face, avec des Allemands en ayant 80% de la circulation de monnaie dans le système informel, ça veut dire le marché noir. Sérieusement. Il faut refonder. Moi, je dis la première chose à faire en Algérie, avant de faire tout ça, faire un audit. Où on en est? On en est où de la situation? Il y a eu des audits. Non. Beaucoup d'audits ont été Non, faits. les- objectif, quoi, je parle je veux d'un audit sérieux, un audit responsable, un audit de vérité. Donc pas KPMG, quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on a cet audit, là, Faut apporter des réponses, je suis d'accord. apporter des réponses structurelles. Je dis bien structurelles. Ça veut dire, si je prends un exemple sur un corps humain, on ne change pas la couleur des cheveux ou on ne va pas prendre un coup de bronzage. Là, on va taper dans l'os. Et c'est ça, il n'y a que ça qui fera en sorte de refonder le système économique en Algérie. Et une des mesures phares à prendre, et je sais que le régime algérien n'aime pas l'entendre, et il nous a sorti des excuses incroyables. Un nouveau dinar. Je suis d'accord avec ça. Un nouveau dinar. Pour Un nouveau réintégrer dinar, l'argent. je ne dis pas qu'il faut le faire du jour au lendemain. Ça veut dire prévenir d'un changement de monnaie Ouais, je suis d'accord. une fois qu'on a refondé tout le système et qu'on a restructuré les choses, on fait une année d'amnistie Tout à fait. nationale. Totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire Et une année d'amnistie Ça veut nationale. dire Pour l'air l'argent noir et ça, bien sûr. Ah, ça, Pour c'est un réintégrer débat. l'argent noir Voilà. dans le circuit économique. بدي ارجع بالعاميه اللي راهم مخبي Absolument. دراهم en milliards جيبهم واسمح.
C'est clair. دخلهم. Mais il y a eu une décision il y a quelques Absolument années pas. par Ouais, ça a jamais été fait. Mais je vais te dire par la pourquoi. Banque d'Algérie Oui, mais de permettre à tous ceux qui ont de l'argent. oui, mais on n'a pas Mais changé c'est de pas monnaie. incitatif, c'est pas Mais si on change de monnaie, ça veut dire au bout d'une année. Oh, ils sont obligés de donner Au bout l'argent. d'une année. Ça va obliger ceux Bien qui sûr. Mais si vous gardez cet argent, vous pouvez faire un feu de cheminée avec. Puis surtout, c'est monnaie de singe aujourd'hui. Il faut, voilà, exactement. Et une fois qu'on a fait ces réformes-là, et qu'on a réformé le système bancaire en Algérie, on parlait tout à l'heure en coulisses de Sami Oussedir, C'est tout à fait. qui m'a raconté cette anecdote. Il m'a dit une banque en Algérie, qui est censée faire le travail d'accompagnement, d'investissement, monter les dossiers, accompagner l'économie, qui تهضر avec un Algérien lambda, يقول لك أنا ما نسحقكش نتايا، أنا نمر في التليفون يعطوني دراهم. Et on veut travailler comme ça? C'est pas possible. Gamala Bina, la première ministre, Elisabeth Borne et les piliers, en tout cas c'est ce que dit la presse, les piliers du gouvernement français sont à Alger pour concrétiser les annonces d'Emmanuel Macron à Alger, au menu des thèmes de la sécurité et de l'énergie. Le dossier de l'immigration devrait être également mis sur la table, donc par conséquent celui des quotas des visas. Emmanuel Macron avait déjà annulé le quota pour la Tunisie, mais pas pour l'Algérie. Il parle d'une immigration sélective, il parle, en tout cas, il y aura des privilèges pour les familles de binationaux, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs et politiques qui nourrissent en tout cas la relation bilatérale. Pourquoi on ne parle pas directement des quotas et pourquoi ce quota n'est pas réduit directement? Parce que malheureusement, celui qui conseille M. Macron, il y a deux personnes qui le conseillent. Il y a Jacques Attali, stratégie gouvernementale qu'on connaît aujourd'hui avec la montée d'extrême droite. Et il y a un autre personnage très obscur que je déteste infiniment, je le dis des dizaines de fois, je le répète toujours, Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a pondu le concept de l'immigration choisie. On traduit. On ne veut pas des bras, on ne veut pas des mendiants, on veut des cerveaux. Alors c'était déjà le cas depuis longtemps avec la France qui fait le brain drain, c'est le terme américain pour dire qu'ils achètent les cerveaux, ils captent les cerveaux. Ils ont 15 000 médecins algériens qui évoluent en France pour compenser le manque de médecins français. Donc le niveau est au rendez-vous. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce qui me dérange, alors ce voyage pour moi est un échec total. Pas sur la partie algérienne, parce que je pense qu'ils n'attendaient pas grand-chose, mais sur la partie française, parce qu'il n'a pas fait le geste qu'il aurait dû faire, la reconnaissance des crimes de guerre, officiellement, de dire la France présente ses excuses au peuple algérien pour les crimes perpétrés par la colonisation qui ne sont pas de son fait. Hein. Il ne l'a pas fait. Donc 60 ans, toujours rien. Deuxième chose, c'est beau des gestes forts, les belles paroles, mais dans les faits, il ne le fait pas. Ensuite, il arrive avec des propositions que j'ai trouvées saugrenues, et là on peut en parler de façon très concrète. Hein. J'adhère totalement à ce qui a été dit sur le nouveau dinar, totalement. Nettoyer cette monnaie de singe qu'on a aujourd'hui pour une vraie monnaie qui soit suffisamment forte pour affronter l'étranger et en même temps exportatrice. Là-dessus, on est d'accord. Et qui recycle insérer l'Algérie dans la mondialisation. Tout à fait. Mais il arrive avec quoi? Aujourd'hui, on choisit l'anglais pour c'est ridicule insérer aussi. l'Algérie dans la mondialisation. C'est pas une solution, ça. Je referme la parenthèse. Allez-y, ça, c'est pas une solution. On doit prendre l'anglais et le français. Il n'y a pas à négocier là-dessus. L'environnement algérien est francophone. Le sujet, franchement, Non, ça c'est des sujets pour ouais, c'est pour amener la galerie. C'est pour occuper la rue, occuper l'opinion publique avec c'est les faux débats. Des faux débats. Bon, évidemment, on n'échappe pas à l'anglais, mais l'anglais n'est pas essentiel à la vie. On peut très bien travailler avec de français, c'est pas un problème. Et on a beaucoup de gens qui ça n'a pas empêché la France d'être sixième puissance économique en ayant la langue française comme langue officielle. Alors, soyons sérieux, franchement, quand ou la Suisse, tout à l'heure on parle de la Suisse. La Suisse est francophone aussi, hein, pour partie. La Suisse, il y a trois langues, c'est l'allemand, l'italien et le français. Ouais, ils sont le pays le plus compétitif en fabrication de ce qu'on appelle les... L'horlogerie, non, c'est pas ça. Non, les... semi-conducteurs. Non, l'économie intelligente, ça veut dire tout ce qui est microéconomie. Oui. Ils en font des milliards. Mais il y a aussi le Luxembourg qui est très riche par rapport. La nanotechnologie. La nanotechnologie, merci. Alors, simplement pour répondre, quand M. Macron vient et nous dit on va faire le cinéma avec l'Algérie, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas le cinéma avec l'Algérie, c'est une blague. On n'est pas là pour faire du cinéma, on n'est pas Hollywood. C'est bien, c'est mignon, mais c'est à côté. Quand il parle d'immigration choisie, j'aime pas. Ça veut dire qu'il y a des Algériens qui valent la peine, d'autres qui n'en veulent pas. Quand il parle, par exemple, de collaboration dans le sport, on s'en fout. Ils ont Zidane, on a nos joueurs, c'est pas... Réduire le quota, excusez-moi Gamal Gabina, réduire le quota des visas pour les Algériens, c'est une manière de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle reprenne ses ressortissants en situation irrégulière. Mais quand on dit visa, quand on réduit le quota des visas, c'est une manière aussi de freiner l'immigration clandestine. Oui, c'est un travail d'extrême droite là pour le coup. Je suis désolé de le dire. Quand on parle d'immigration à un pays comme l'Algérie, qui est une grande puissance et qui devrait être le grand partenaire africain, et qu'on lui parle d'immigration, c'est très insultant. Oui, ça veut dire que l'Algérie... Les haragas, haragas, ils veulent rester. C'est pour ça que j'aime pas cette approche. Il ferme la frontière, ne prend que les cerveaux, c'est déjà très grave. C'est-à-dire qu'il va assécher le pays. Et surtout, il dit les haragas, ils restent chez vous.
Moi, j'aurais voulu entendre à Macron, je propose aux Algériens une chose, je vais tout faire pour faire un co-développement, un vrai co-développement, pas une aide. Parce que les aides, c'est très C'est intéressant la façon dont vous dites, il va assécher l'Algérie de ses cerveaux. Oui, totalement. Mais pardon, il ne va pas aller les chercher. Non, il part tout seul. Oui, mais attends, il y a une porte ouverte, on est d'accord là-dessus. Oui, mais les gens en Algérie demandent des visas pour partir. Bien sûr, malheureusement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne va pas arriver à Alger sur une estrade, je prends. S'ils étaient bien en Algérie, ils resteraient, on est d'accord là-dessus. Là-dessus, on est d'accord. C'est là parce qu'il n'y a pas de travail, il y a des Algériens qui sont au mais chômage. mais c'est ça qu'il faut dénoncer. Oui, mais ça là-dessus, on est d'accord. Mais il y a une double responsabilité. Je ne vais pas l'éluder. Double responsabilité. Si le pays faisait rêver. Il y a quelqu'un qui gère ses intérêts. Il y en a un autre qui les gère un peu moins. On est d'accord. Si par exemple l'Algérie, comme la Libye en son temps, du temps de Kadhafi, faisait rêver, les Libyens ne partaient pas de Libye, il n'y avait pas de haraga. C'est maintenant qu'ils partent, il y a une guerre civile. Mais ce qui se passe, c'est pour arriver à mon propos, de dire quoi? Il veut nos cerveaux, il ne propose pas un co-développement. Les socialistes duquel il était issu, je rappelle à l'époque, avaient dit on va proposer ce qu'ils appelaient une colocalisation. On en avait déjà parlé une fois. La colocalisation, c'est quoi? C'est une production de richesse commune, de façon égale et partagée, pour avoir une synergie. 1 plus 1 font 3. C'est pas ce que propose M. Macron. Il propose des choses périphériques et marginales, la coopération, la formation, nous faire une commission d'historiens comme si on connaissait pas l'histoire. Mais ils étaient deux à discuter de ça. Qui s'adresse à une catégorie bien précise des Algériens. Mais ce que j'entends, moi j'entends un truc, c'est quand il parle à deux, j'entends un M. Tebboune qui dit ouais, c'est bien, cause toujours. J'ai déjà du monde derrière qui pousse, qui veut travailler avec nous. Et un Macron qui n'a pas compris que le levier a changé, l'histoire a changé. Et aujourd'hui, ce que je reproche à Macron, c'est de ne pas avoir inscrit l'Algérie au centre du développement économique français parce qu'ils ne peuvent pas augmenter l'assiette fiscale. En gros, la levée d'imposition française, elle est limitée aux entreprises qu'il y a. Si on double l'appareil de production de richesse, on double les revenus fiscaux de deux pays. Et le problème, c'est qu'il n'en veut pas parce que s'il faisait ça, ça ferait quoi? Ça ferait qu'il y aurait du travail dans l'Algérie, ça fixerait nos cadres là-bas, ça fixerait le haraga là-bas. Tout le monde devrait rester un pays qui se développe. Ils ne le font pas. Moi, j'aurais aimé, alors, toute proportion gardée. Quelque part, ça arrangerait la France qu'il y ait des sans-papiers ou qu'il y ait une immigration massive. Ça les arrange pas qu'il y ait des sans-papiers. Ça les arrange que le pays ne se développe pas parce qu'ils ont ce que j'appelais une paranoïa économique, on a déjà parlé. Ils ne veulent pas de concurrents à leurs frontières. Moi, je ne suis pas dans l'autoflagellation. Pardon. Parce non, mais ils empêchent. En 60 ans, qui nous a empêché de développer notre économie? Pourquoi l'autoflagellation, je la comprends. Non, mais quand vous dites ils empêchent le développement économique en Algérie, ou ils ne font pas d'investissement. Mais ce n'est pas l'autoflagellation. Non, justement. L'Algérie n'a pas raison de d'un côté, les Français n'en veulent pas. Ça veut dire que les Algériens sont victimes. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Les Algériens sont victimes de mauvaise gestion interne, on est d'accord, et les Français ne veulent pas de co-développement. Moi, je pense que. Je prends l'exemple très à celui qui a gouverné ce pays pendant 60 ans, de faire en sorte. Oui, bien sûr, mais quand on s'assoit à table, on s'assoit à table avec quelqu'un pour parler d'égal à égal, il fallait peut-être faire quelque chose pour arriver de parler égal à égal. On n'a rien fait. On a même des faits. Oui, je suis d'accord, mais Hong Kong, par exemple, l'exemple de Hong Kong, c'était une vitrine occidentale pour montrer à la Chine que c'était les meilleurs. Ils ont fait cette puissance, même le Vietnam, j'ai une bêtise, la Corée du Sud, ils ont mis le paquet dessus pour les développer. L'Algérie n'a pas géré ça là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas discuté. Les dirigeants algériens qui étaient là étaient de parfaits, non mais je le dis, étaient de parfaits incapables depuis 40 ans. On est d'accord. Regardez, le système colonial en Algérie a construit, je dis bien le système colonial, il l'a construit pour lui, mais il l'a construit. Il a construit l'équivalent de entre 6 000 et 7 000 kilomètres de chemin de fer. Avec les bras des Algériens, on est d'accord. Très bien, très bien. Ok, attention, il y avait combien d'Européens entre 1830 jusqu'à 1962? 1 million. Il y avait 1 million. Et combien d'Algériens au départ? C'est-à-dire à l'indépendance, 9 millions. Très bien. C'est-à-dire ce 1 million, avec ces 9 millions, on réussit à faire 6 000 à 7 000 kilomètres. Quand je dis, je fais large, parce que les 1 million ne bossaient pas, et ni les 7 millions. On parle de ceux qui étaient capables de travailler. Très bien. Exploiter, à dénoncer. Oui, réduire l'esclavage, mais bosser. Il faut le dénoncer. Le colonialisme à dénoncer. Bien sûr. Mais sur ces 60 ans, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que la France a occupé en Algérie, est-ce qu'on a fait 3 000 kilomètres de chemin de fer? Est-ce qu'on a fait la moitié des 128 hôpitaux construits? Je dis pas que le colonialisme c'est bien. La réponse est dans votre question, Samir Hiaoui, il nous reste 4 minutes avant la fin de cette émission. Pourquoi l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants en situation? Alors, je précise, Paris relève une hausse du nombre de réadmissions. De 21 à 300. Une hausse timide, certes, mais espère en tout cas.
C'est considérable. Fois de 10, 15 même fois. 12, ouais, 15 Mais De comme 15 c'était fois. très très bas, Mais ce ne sont bon, ça pas fait les 300. objectifs, ça ne reflète pas les objectifs de la France, bien évidemment. 10 000. Mais pourquoi l'Algérie 10 000 refuse 10 000, ouais. Ça va pas. Pourquoi l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants, selon vous? En tout parce cas, que- on parle de ressortissants en situation irrégulière. Bon, déjà, c'est difficile de gérer la pauvreté en Algérie et les Algériens considèrent, les autorités, à tort ou à raison, moi je ne partage pas, mais bon, que les produits qui sont envoyés vers la France regardent la France. C'est une très mauvaise politique parce qu'il y a une question de fierté. Je pense que l'Algérien qui est en France, qui est en difficulté, et C'est qui une obligation. il devrait être rapatrié, je pense aussi. C'est une obligation. D'accord. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation juridique et c'est une obligation au niveau des instances internationales. Il devrait être rapatrié. C'est-à-dire C'est la que patrie. ne pas reprendre son ressortissant, on parle d'Algériens, pas de binationaux, Totalement. Algériens, de nationalité algérienne, d'un passeport algérien, c'est-à-dire que tu es en train de faire de ton citoyen un apatride. C'est ça. C'est interdit au niveau international. Bon, après, il y a une autre question. Binationaux, mais là on parle de C'est ce que je- non, mais je ressortissants en parle- situation irrégulière. Non, il Quid parle- il de parle ces- bien- il parle bien de ces des Algériens. Je parle Il parle d'Algériens. d'Algériens C'est pour ça que réguliers. je dis, ne pas reprendre ses ressortissants, c'est enfreindre la loi au niveau international. Alors après- pourquoi l'Algérie le fait? Pour moi, en tout cas pour ma part, et je me dois un langage de vérité, c'est un levier de pression. Après, il y a aussi une réalité. C'est un levier de pression que l'Algérie utilise contre la France. Non, mais il y a une réalité Mais aussi. Quels sont les objectifs pour levier de pression pour atteindre quoi? Pour répondre à des besoins X ou Y que le régime exige de la France. Non, mais il y a aussi une- il y a une- C'est il y a- en juste- 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Gamal. Je viens de lire un livre d'une amie journaliste qui travaille au Courrier de l'Atlas, Nadia Atroubi, qui a fait un travail sur ces fameux haragas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'eux, pour ne pas être envoyés au pays, ils jettent leurs papiers. Donc, très souvent, la problématique, c'est qu'ils disent qu'ils ne sont ni algériens ni tunisiens ni marocains, on ne sait pas d'où ils viennent. Donc, ça, c'est encore un moyen difficile pour les autorités des pays d'origine de les récupérer. Là, je vous rejoins. C'est- Mais ceux c'est dont ça, la France c'est parle, ça. c'est ceux qui ont dit qu'ils étaient algériens et que le régime algérien ne donne pas de laisser-passer. On sont parle de fondus. laisser-passer. Ouais, ils sont fondus. C'est-à-dire que nous sommes à la phase finale. Samir Yahyaoui, vous êtes analyste politique. Merci rien. d'être venu. Merci. Gamal Abina, journaliste France Maghreb, merci d'être ici. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour cet épisode génial. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode, peut-être pour parler de la question, en tout cas de la mémoire, qui est au menu de ces rencontres et des relations algéro-françaises. Le débat sera relancé dans un nouvel épisode. Au revoir.